Dans le chapitre 36 du second livre des Essais, Montaigne compare les trois excellents hommes qu'il met au-dessus de tous les autres. Homère, Épaminondas, qu'il juge finalement le plus excellent, et Alexandre le Grand. De celui-ci, il loue non seulement, je cite, « tant de vertus militaires, diligence, prévoyance, patience, discipline, subtilité, magnanimité, résolution, bonheur, en quoi il a été le premier des hommes. » Mais il loue aussi, Montaigne, je cite, « l'excellence de son savoir et capacité, la durée et grandeur de sa gloire, pure, nette, exempte de tâches et d'envie. » Et il ajoute, « encore longtemps après sa mort, ce fut une religieuse croyance d'estimer que ces médailles portassent bonheur à ceux qui les avaient sur eux, et que plus de rois et princes ont écrit ces gestes qu'autres historiens n'ont écrit les gestes d'autres rois ou princes que ce soit, et qu'encore, à présent, les Mahométans, qui méprisent toutes les autres histoires, reçoivent et honorent la sienne seuls par spécial privilège. » Il n'est pas, je crois, de meilleure introduction que ce texte de Montaigne pour le débat d'histoire d'aujourd'hui, qui est le premier de 2017, ce qui me permet de présenter mes vœux à nos auditeurs. Le thème en sera en effet les représentations et les appropriations de l'histoire d'Alexandre, depuis les premiers textes grecs et latins qui la racontent, jusqu'aux présences contemporaines dans la politique, dans la fiction, présence du conquérant macédonien. Ce parcours ambitieux entre les siècles et les cultures, y compris celle des Mahométans, mentionnés par Montaigne, est rendu possible grâce au livre inédit que Pierre Briand vient de publier dans la collection Folio Histoire de Gallimard. Son titre est « Alexandre, exégèse des lieux communs ». Pierre Briand y poursuit et amplifie une recherche de longue haleine, comme il dit lui-même, consacrée aux représentations d'Alexandre. En 2012, il en avait donné les premiers résultats dans un ouvrage publié déjà par Gallimard, Alexandre des Lumières, fragments d'histoire européenne, dans lesquels il étudiait les liens multiples noués entre la mi-XVIIe siècle et les années 1830 par les historiens, par les philosophes, les liens entre l'histoire des expéditions et des conquêtes asiatiques d'Alexandre, en Égypte, en Perse, en Inde, et l'expansion et la colonisation européenne du temps même de ces philosophes et de ces historiens. Avec le nouveau livre qui nous retiendra ce matin dans la conversation que nous allons avoir, Pierre Briand et moi-même, il a élargi de multiples manières son enquête, en considérant une très longue durée, qui mène du IVe siècle avant Jésus-Christ, le temps d'Alexandre, à notre présent, en faisant une large place aux traditions non européennes de l'histoire ou du mythe, en prenant en compte non seulement l'Alexandre des historiens, mais celui des peintres et des sculpteurs, des cinéastes et des romanciers, et même celui de groupes de rock heavy metal. Pierre Briand est chez lui au Collège de France, dont il est l'un des professeurs émérites. En le suivant sur les pas d'Alexandre et d'autres, l'Alexandre des légendes et l'Alexandre des historiens, nous pourrons aborder dans cet échange les grandes questions qui ont sous-tendu toute sa réflexion et tous les livres qu'il a écrits jusqu'à maintenant. Ainsi, les usages politiques contradictoires, conflictuels du passé, la résistance des mythes au savoir historique, ou encore les liens forts, même s'ils sont refusés, même s'ils sont cachés, qui lient ce savoir produit par les historiens, construit par les historiens de profession, avec les fables de la fiction, les préjugés collectifs ou les intérêts des nations et des États. Alors on peut commencer par là, je crois, Pierre Briand, c'est le lien qui existe entre ce livre que je pense beaucoup ont lu, qui est le livre de 2012, Alexandre des Lumières, et ce nouvel ouvrage publié tout récemment. Je pense que le lien est assez évident, dans la mesure d'ailleurs où le XVIIIe siècle est inclus dans la réflexion que je mène au cours de ce livre, puisque, vous l'avez dit, je prends les choses depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Alors, il me semblait que, ça fait très longtemps que j'avais cette idée en tête, et ce projet en tête, qu'il vient un moment où il convient de faire une pause et de s'interroger sur les publications multiples et variées qui, d'un mois à l'autre, encombrent l'historiographie d'Alexandre. Plusieurs possibilités s'ouvraient à moi, ou bien de faire une sorte d'étude purement érudite sur les grandes tendances de l'histoire d'Alexandre à l'heure actuelle,
j'ai refusé cette chose-là parce qu'en fait, je me suis rendu compte assez vite qu'il fallait prendre des choses de beaucoup plus larges, puisque l'histoire d'Alexandre, Alexandre, tout le monde en parle, tout le monde croit en parler, et donc elle est à la fois érudite, mais à la fois diffusée dans le grand public. Il convenait donc de faire une sorte de point, surtout à une date où de grandes entreprises ont été menées, aussi bien sur l'Alexandre médiéval que sur les Alexandres dans différents pays d'Orient. Et donc, il me venait à l'idée qu'il était temps de faire le point. Et de l'introduction, j'aurais pu l'intituler de manière très facilement, à la manière de Foch. De quoi s'agit-il ? Car au fond, la multiplication des publications rend les choses difficiles. Et donc, il me semble qu'il était nécessaire de prendre l'ensemble des données dont nous disposons aujourd'hui, aussi bien en Europe qu'en Orient, aussi bien dans la littérature spécialisée que dans la littérature de vulgarisation, aussi bien dans les représentations figurées que dans les figures animées que le cinéma, de manière à comprendre au fond ce dont nous parlons à l'heure actuelle sous le nom d'Alexandre, puisqu'il y a de multiples choses, multiples images qui circulent. Et donc il m'a paru nécessaire d'élargir considérablement le champ, d'ouvrir le champ de la réflexion, le champ des possibles, le champ des connaissances, et donc de traverser tout le temps depuis l'époque d'Alexandre jusqu'à nos jours, et les espaces différents où Alexandre, qui s'appelle Iskander, Sikandar, Alexandar, a été repris sous de multiples formes depuis les Balkans, non, en fait depuis l'Islande jusqu'à l'insulane, jusqu'à Sumatra. Nous allons vous suivre dans ce trajet, dans cet itinéraire. Il semble que quelquefois, il est un peu pesant ou pénible, puisque vous dites quelque part qu'à lire ces histoires d'Alexandre, que ce soit des histoires savantes ou des histoires moins savantes ou des formes diverses du mythe, on a l'impression de toujours lire le même livre. C'est assez frappant. Je me demande même pourquoi on fait encore des ouvrages qui s'appellent Alexandre le Grand. Il y a la demande des éditeurs, donc certainement l'éditeur pense qu'il y a, comme on dit dans le temps, une demande sociale. Mais si vous voulez, d'une certaine manière, Pierre Bell avait déjà tout dit en 1697 dans son dictionnaire historique et philosophique, à l'article Macédoine Alexandre II, en expliquant que lui n'allait quand même pas faire le récit de l'histoire d'Alexandre parce que, disait-il, tout le monde sait ça. Et 3 siècles auparavant, oui, Chaucer, dans ce conte du moine, disait déjà exactement la même chose. L'histoire d'Alexandre est commune à tout le monde sait ça, tout le monde la connaît. Et finalement, aujourd'hui, tout le monde la connaît, mais tout le monde veut la raconter et reprendre étonnamment le même schéma diachronique depuis la naissance d'Alexandre, l'éducation d'Alexandre, Aristote, le débarquement, etc., la mort et une sorte de bilan qui se termine toujours par l'héritage d'Alexandre, sans qu'on sache très bien ce que cela veut dire. Et donc, effectivement, il me semble absolument ahurissant que des livres paraissent en pagaille dans le monde entier et que à aucun moment à l'heure actuelle, c'est ça mon souhait, à aucun moment à l'heure actuelle, si vous voulez, personne ne semble s'interroger sur le sens à apporter à une telle entreprise. Pourquoi ? Où en est-on ? Pourquoi écrit-on une nouvelle, récente histoire d'Alexandre, pas nouvelle, une histoire d'Alexandre, au fond, est-ce que ça se situe dans un projet commun, dans un projet de recherche qui est défini au départ dans l'introduction ? Non, jamais. Il s'impose de lui-même. C'est l'évidence. On doit écrire sur Alexandre le Grand. C'est pour ça que vous avez choisi ce sous-titre un peu curieux, exégèse des lieux communs, parce que les lieux communs, aujourd'hui, évidemment, c'est ce qu'il faut justement éviter, ou ce que l'on devrait éviter, parce que ce sont des formules usées jusqu'à la corde, et peut-être que cette idée que c'est toujours le même livre, vous pourriez la ranger dans cette définition. On peut rappeler qu'à la Renaissance, c'est tout l'inverse. Les lieux communs, c'est ce qu'on extrait d'un discours, et c'est ce qu'il y a de plus précieux dans le discours, c'est-à-dire à la fois des exemples, ils peuvent être rhétoriques, ils peuvent être historiques, ils peuvent être moraux, et surtout des vérités universelles qui sont la définition la plus stricte de ce que l'est le lieu de commun dans le discours. Un de nos collègues, Francis Goya, avait écrit un livre dont le titre était « Le sublime du lieu commun ». Alors pour vous, ces lieux communs que vous étudiez, ils sont du côté d'une certaine forme de sublime, même si c'est plus un sublime pour nous, mais peut-être pour les lecteurs du temps, lorsqu'il s'agit de textes anciens et qui doivent servir d'exemple, ou est-ce qu'ils sont du côté, et c'est peut-être ce que vous suggériez dans cette observation précédente, du côté du discours
tellement usé que l'on s'étonne de le voir encore répété. Ben, vous avez parfaitement expliqué ce que j'entends par lieu commun, même si la terminologie lieu commun peut être discutée dans la mesure où il y a eu beaucoup d'études sur le lieu commun dans les années récentes. Effectivement, ce titre m'a été suggéré par Éric Vigne, l'éditeur de chez Gallimard, le titre est tiré d'un livre existant. Alors, je voulais simplement expliquer, rassembler dans ce livre tout ce qui se dit sur Alexandre et dans ses différentes formes et expressions, au fond, et montrer à quel point l'histoire d'Alexandre est complètement, à l'heure actuelle, l'histoire d'Alexandre, qui s'écrit par l'histoire d'Alexandre en tant que telle, est complètement pervertie par l'usage, par l'éruption permanente des lieux communs. Et dans l'Antiquité, au Moyen-Âge également, on écrivait des livres entiers de lieux communs, donc on appelle des apophthegmes, des recueils de stratagèmes, etc. Plus tard qu'on a fait, mais au Moyen-Âge également, ça a été beaucoup fait, à l'époque moderne également d'ailleurs, et énormément. Et on choisissait des citations. Là-dedans, on tirait des citations, et comme disait Rollin, au XVIIIe siècle, l'usage de ces ouvrages fait beaucoup honneur à celui qui l'utilise parce qu'il donne l'impression au lecteur qu'on est extrêmement savant alors qu'on vient d'aller piquer une citation. Alors, c'est au fond, je pense qu'à l'heure actuelle, en grande partie, la construction même des ouvrages qui sont consacrés à Alexandre ne sont qu'une recette de lieu commun. Et personne, on commence toujours, je le disais tout à l'heure, le début, la fin, et l'ensemble des explications, on n'a pas l'impression qu'aucun ouvrage récemment édité sur Alexandre ouvre la moindre porte nouvelle vers une voie de recherche nouvelle en expliquant comment on va y aller et pourquoi on y va. Non, on y va, c'est tout. Et donc, ces lieux communs, ce sont des choses qui se répètent et qui sont reprises en permanence et qui bloquent, en fait. Je veux dire, c'est ça surtout. C'est que l'usage des lieux communs bloque toute reconnaissance, toute renaissance, toute, inventivité de l'historien. Je crois que c'est un des thèmes sous-jacents dans le livre, très intéressant de voir comment la répétition peut être aujourd'hui comme cet obstacle au savoir, et on terminera sans doute cet échange par vos suggestions pour sortir de cette répétition infernale, et que à l'époque médiévale ou à la Renaissance, la répétition peut avoir une autre valeur, et elle a la valeur de cette connaissance de ce qui est l'exemple, ou de ce qui est l'universel. Et donc c'est une thématique très, très intéressante. Alors, revenons sur cette répétition, accumulation, infini nombre des appropriations d'Alexandre. Vous avez commencé par là. D'ailleurs, on admire que vous ayez pu essayer d'entrer dans cet immense territoire de ces reprises sans fin, et que vous montrez en contraste finalement avec deux éléments. Le premier contraste, c'est que les répétitions, elles s'organisent sur des schémas d'opposition qui ont la vie la plus longue possible. Et en particulier, est-ce que Alexandre, c'est la civilisation apportée à la barbarie, ou est-ce que Alexandre, c'est le despotisme imposé à la liberté? Et ça, c'est une modalité que vous trouvez répétée ad infinitum. Oui, absolument. C'est d'ailleurs, je dirais, c'est le propre même de la littérature d'exempla. C'est-à-dire que on prend des exemples plus justement, donc des anecdotes, des choses qu'on va construire ensemble, et on va vouloir en tirer une leçon politique ou morale et faire d'Alexandre le porte-parole de ses propres préjugés. Et donc cela a commencé dès l'époque romaine, où ces deux tendances sont mises en place et n'ont jamais varié jusqu'à l'époque contemporaine, sauf à la marge. Et donc on va se demander à propos d'Alexandre, évidemment en faisant une sorte de projection des propres réflexions de la société. Pardon. On va se demander si Alexandre était, comme on dit encore dans les ouvrages actuels, est-ce qu'il était grand ou est-ce qu'il n'était pas grand? Alors ça, c'est quand même assez invraisemblable de consacrer un chapitre à cette chose-là, depuis l'Antique jusqu'à nos jours. Est-ce qu'il est grand, est-ce qu'il n'est pas grand? Donc, est-ce qu'il correspond à l'image que veut donner la société, ou est-ce qu'il ne correspond plus?
Donc, est-ce que c'est un conquérant valeureux, un héros sans tache, comme certains romans médiévaux ont voulu le présenter, un chevalier sans peur et sans reproche, ou bien au contraire, n'est-il qu'un massacreur? Et ce thème du massacreur a été développé dès l'époque romaine, et puis il a été repris dans l'histoire maîtresse de vie au XVIIe et XVIIIe siècle, et tout change au XVIIIe siècle avec l'apparition d'un nouvel Alexandre, que je le montrais dans mon livre précédent, un Alexandre qui, au contraire, qui est condamné en tant que conquérant, mais c'est une conquête utile. Alors voilà, il n'est pas condamné parce qu'il ouvre, comme dit Montesquieu, et suivi par tant d'historiens européens, il ouvre des passages, il ouvre vers l'Inde, il ouvre des nouvelles voies, il ouvre, et tout ceci débouche sur l'unité, sur la fraternité, un empire au fond d'une harmonie absolument extraordinaire. Je ne pense pas que Montesquieu ait jamais pensé qu'Alexandre avait fait ça. C'est une sorte d'utopie. Alexandre Montesquieu est une sorte d'utopie. Et donc, cette opposition, le grand pas grand, un massacreur ou civilisateur, va être sans cesse reprise alors au 19e et 20e siècle, lorsqu'il va être intégré dans l'idéologie coloniale, et donc il va être présenté comme, là encore, un précédent à suivre pour les empires coloniaux européens, jusqu'au moment où, catastrophe, en 1950, après la Deuxième Guerre mondiale, tout change. Et alors à ce moment-là, les historiens anglo-saxons en particulier vont imprimer un changement radical, enfin qu'ils croient radical. En fait, on revient à l'histoire maîtresse de vie, où Alexandre est représenté comme massacreur et qu'il faut absolument condamner, et où on entre là dans un nouveau post-colonial qu'on avait déjà vu auparavant. Et c'est actuellement l'une des tendances à l'heure actuelle qui est très forte, même si dans l'Alexandre, on va dire, populaire, c'est-à-dire celui des livres de vulgarisation, celui des bandes dessinées, celui des films ou celui des émissions de télévision, eh bien, c'est l'autre Alexandre qui domine. C'est encore le héros qu'on va admirer et dont on va vanter les exploits, même si on ne cache pas les massacres qu'il a pu accomplir ici ou là. Donc, c'est cette interrogation de littérature d'exemple-là et c'est pourquoi, à la fin, je dis, mais ces deux Alexandres n'en forment qu'un. On y reviendra, mais de mon point de vue, ce sont des constructions interprétatives qu'il faut mettre de côté pour passer vraiment à autre chose. Mais alors, on est frappé aussi, en vous lisant, par le fait que cette image, ou ces deux images contraires, elles sont organisées à partir d'un répertoire assez étroit de textes anciens, lorsque l'on veut enraciner dans un savoir cette image de la civilisation ou de la tyrannie. On est référé constamment à 4 noms, et dans votre index, on voit plus tard 40 références, on voit Arien, 32 références, un peu moins pour Cointure, c'est pour Diodore de Sicile, mais finalement, constamment, dans toutes les pages, ou presque, reviennent des références à ces 4 textes, parce que c'est là le terreau, la matrice presque unique dont dispose cette littérature dès les 1er ou 2e siècles après Jésus-Christ, et qui va se perpétuer jusqu'à, vous l'avez dit, peut-être le 19e siècle. Oui, mais le 20e siècle, le 20e aussi. Et même le 21e siècle commençant. Oui, bien sûr, ce qu'on appelait le terreau, le terreau de documentaire est assez réduit. Il s'agit essentiellement de sources littéraires dont vous avez parlé. Alors, il faut quand même ajouter qu'il y a quand même eu des transformations, des ajouts considérables qui viennent d'autres formes d'expression que sont, par exemple, l'archéologie, n'en parlons pas, il n'y a pas vraiment d'archéologie de l'époque d'Alexandre, mais il y a la numismatique. Dans les 30 ou 40 dernières années, il y a eu un progrès considérable dans l'interprétation de documents numismatiques, quelques documents épigraphiques également qui viennent à la fois d'Asie mineure, d'Égypte ou de Babylonie. Mais disons que si on veut faire le récit, l'histoire au sens d'une histoire racontée, c'est à partir de ces sources d'époque romaine que l'on va procéder. Et bien évidemment, ces sources d'époque romaine sont des documents pour nous, mais des documents à déchiffrer et à décrypter, parce que ce sont pas des comptes rendus pris au jour le jour, etc. Donc on pourrait utiliser comme des sortes d'archives de la conquête. Ce sont des constructions interprétatives qui sont mises en place entre
le 1er siècle avant, le 1er siècle après, puis le 2e siècle après avec Arrien. Et tous ces auteurs avaient déjà une représentation d'Alexandre qu'ils font passer dans un récit, mais dans un récit qui est toujours très orienté, parce qu'il y a Arrien, par exemple, qui a été tellement utilisé par Montesquieu, et définitivement acquis complètement à la gloire d'Alexandre, et tendant à mettre de côté les quelques erreurs, comme il dit qu'il a commises, puis de toute façon, comme le dit Arrien, il s'en est repenti, donc on n'en parle plus. Et vous montrez aussi que Plutarque est omniprésent, peut-être encore plus que Arrien, puisque le texte de la fortune d'Alexandre, traduction latine, italienne et dans toutes les langues européennes, sont une référence quasi obligée. C'est un texte qui a eu une fortune absolument, enfin c'est qu'à dire, une fortune absolument extraordinaire, qui a été donc très vite traduit en latin, puis en italien, puis en français, puis dans toutes les langues de l'Europe. Donc le De Fortuna Alexandri, ce sont deux discours qui sont des discours apparemment qui ont été fabriqués, écrits par Plutarque dans sa jeunesse. Quoi qu'il en soit, des discours qui étaient des discours obligés dans les écoles de rhétorique. Et donc, on essayait d'expliquer le pour et le contre à quelques minutes d'intervalle. Là, c'est pratiquement que le pour. Et ce texte de Plutarque, où Plutarque présente en fait, c'est, comme je dis dans le livre, c'est l'origine même de la notion de mission civilisatrice. Elle est là, elle est dans Plutarque. Et le texte de Plutarque est cité par tout le monde, utilisé par tout le monde, par tous les historiens, les philosophes, jusqu'à maintenant. C'est le texte qui fonde l'image positive civilisatrice d'Alexandre. Et ça a eu une importance considérable dans toute la littérature coloniale, la littérature même du XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle. Et jusqu'à nos jours, c'est le texte fondamental qui a fabriqué cette image d'Alexandre. Avec la double idée de la justice et la paix grecque imposée il y a un Orient tyrannique ou despotique, et l'idée que vous suggériez de la concorde universelle. La concorde universelle, c'est au fond l'objectif que Plutarque attribue à Alexandre. La concorde universelle, et dit-il d'ailleurs, à tel point, dit-il que les peuples qui n'ont pas été vaincus par Alexandre ont été plus malheureux que ceux qui ont été vaincus, parce que ceux qui ont été vaincus, au moins eux, ont été civilisés. Et donc c'est un texte qui est un texte extrêmement moderne, extrêmement contemporain, au sens, vous comprenez dans quel sens je l'utilise, ce terme moderne et contemporain, et qui a donné lieu à des contestations, des débats, des disputes acharnées entre ceux qui étaient opposés à Alexandre, qui contestaient la fiabilité du texte de Plutarque, et ceux qui, au contraire, considéraient que Plutarque exprimait la réalité de la conquête d'Alexandre et qui en défendaient la valeur documentaire. Mais eux-mêmes, par exemple, Arrien ou Plutarque, se fondent sur quoi? Parce que vous dites quelque part qu'on n'a pas d'accès à leurs propres sources, ou un accès extrêmement fragmentaire. Il y a eu oblique. Un certain nombre d'auteurs qui ont suivi Alexandre ou qui ont écrit dans la foulée de la campagne d'Alexandre, dans les 10 ou 20 ans qui ont suivi. Ces auteurs-là, comme Callisthène, comme Néarque, mais comme beaucoup d'autres. Il y a tout un volume, une collection, là-haut à livres chez Budet, où ils sont tous rassemblés. Bon. Mais c'est les extraits, ce qu'on appelle des fragments. Ces fragments, ce sont en fait des citations de ces auteurs qui sont faites par, mettons, Arrien dit, par exemple, à un moment, si je suis Callisthène, voilà. Et donc, on va prendre les 4 phrases qui suivent en disant, ça, c'est Callisthène. Non, c'est pas Callisthène. C'est Callisthène, revisité par Arrien, résumé par Arrien, et résumé à sa manière. Et donc, nous n'avons pas l'accès à cette documentation primaire qui a beaucoup circulé dans l'Antiquité. On dit par exemple Callisthène, les histoires d'Alexandre de Callisthène, le neveu d'Aristote, qui a été supprimé par Alexandre alors qu'il était dans l'Afghanistan actuel. On dit que l'ouvrage de Callisthène a eu une diffusion majeure dans toute l'Antiquité, mais nous n'en avons pas. De même que pour Plutarque ou pour d'autres. Nous n'avons pas accès à ces sources-là, sauf dans certains cas où, par exemple, l'Inde, Néarque, qui était l'amiral d'Alexandre dans le Golfe Persique, a écrit un récit de ce périple. Et on sait qu'Arien l'a utilisé dans un ouvrage qui s'appelle l'Inde. Mais encore une fois, on sait qu'il a utilisé Arrien, mais on ne peut pas reconstituer le texte d'Arien de Néarque à partir d'Arien.
Alors, Calistène me fait penser que dans votre livre, il y a quelque chose qui n'était pas dans le précédent et qui est la centralité, l'importance quasi égale à celle de Plutarque d'un autre texte qui est le roman d'Alexandre attribué à un pseudo-Calistène, de là le lien, et qui, pour vous, joue un rôle absolument central, ce texte, dans beaucoup du légendaire ou du mythe d'Alexandre. Alors, c'est un texte dont la date de composition en grec n'est pas très établie. Non, elle n'est pas fixée. On sait que c'est un texte qui a été écrit à Alexandrie, en grec, qu'on a attribué à Calistène, c'est pas Calistène évidemment, entre le 2e, 3e, 4e siècle de notre ère. Est-ce qu'il a été écrit à une main ou à plusieurs mains? Nous ne le savons pas. Mais c'est un premier, ce qu'on va appeler le roman d'Alexandre, puisque déjà, il y a une première transformation qui est opérée, puisqu'Alexandre n'est plus le fils de Philippe d'Olympias, il est bien né d'Olympias, mais Olympias elle-même a été fécondée par un pharaon égyptien, Nectanebo, qui est le dernier pharaon indépendant d'Égypte, qui se transforme en serpent et qui féconde Olympias. Bien, donc Alexandre est déjà à moitié égyptien. C'est déjà la première transformation. Il est un métis gréco ou macédono-égyptien. Et à partir de ce texte, donc, ce texte, une des versions de ce texte, encore une fois, il y a certainement plusieurs versions, a été traduit en latin au IVe siècle de notre ère par Jules Valère. Et donc, par la traduction latine, il est arrivé en Occident. Et à partir de ce moment-là, il s'est transformé, était traduit dans toutes les langues, en français, par exemple, dans le long poème d'Alexandre de Paris. Et ce texte, ça a été translaté dans tous les sens du terme, vers l'Est. Et là, à travers des étapes qu'on ne connaît pas tout à fait dans le détail, il est traduit probablement en syriaque d'abord, puis il a été traduit en persan, où il avait traduit et adapté, évidemment, en arabe. On le retrouve, alors, les versions persanes, car c'est la version persane qui s'est diffusée très largement, puisque la civilisation persane s'est étendue pratiquement entre l'Anatolie et l'Indus. Et donc, on a là des versions multiples, ottomanes, persanes, différents strates, arabes, bien entendu. On en trouve en Asie centrale, version mongole, et en Inde, avec plusieurs versions. Et de l'Inde, elle va transférer jusque vers l'insule Inde, jusqu'à la Malaisie, où il va connaître une progression fantastique à travers très très nombreuses versions. Et voilà, et jusqu'au moment où même on a, au nord de Sumatra, sur la côte, au sommet du mont Palembang, un ensemble de tombes dont l'une est définie par une écriture comme étant la tombe d'Iskandar. Et donc Iskandar a été transformé ici à une sorte de saint musulman. Donc c'est le bout du bout, si vous voulez, de l'histoire du roman. Mais alors à quoi vous attribuez cette diffusion assez rare pour être autant universelle? Est-ce que c'est parce que le fait dans le texte que je n'ai pas lu, mais j'en ai une perception grâce à vous, c'est la part fondamentale du merveilleux. Il y a des signes surnaturels, il y a des épisodes qui sont des épisodes fabuleux, et donc la matière historique qui est sous-jacente est constamment retravaillée par cet aspect du merveilleux. Ou est-ce que c'est parce que la plasticité et l'ouverture de ce texte permettaient que des adaptations qui à chaque fois le recréaient dans un sens? Oui. Est-ce que les différences entre les variantes sont à ce point poussées qu'il est difficile, à la limite, de dire qu'il s'agit de la même œuvre? Alors, prenons un cas, parce qu'on ne peut pas tous les prendre. Prenons les cas de la version persane, à l'époque islamique. Même si, certainement, il y a eu une première version du roman qui s'est fabriquée à l'époque pré-islamique, à l'époque sassanide. Mais on en a vraiment l'attestation écrite, si vous voulez, à l'époque islamique, donc vers le 9e, 10e siècle de notre ère, à travers des œuvres, en particulier le Livre des Rois de Firdoussi, mais bien d'autres œuvres, où on voit que le noyau central, le noyau qu'on veut dire gréco-égyptien, a été non seulement
traduit, mais fortement adapté, parce que ce que Alexandre était en Égypte, un métis égypto-macédonien, et alors en Perse, ça se transforme complètement, parce qu'Alexandre, en fait, naît d'une mère macédonienne, mais d'un père perse. Et c'est la raison pour laquelle, à la fin, il va retrouver Dara, un autre Darius, et ils vont se retrouver comme demi-frères, car ils sont nés du même père. Et donc, vous voyez que dans ce cas persan, par exemple, on a une transformation très profonde, même de l'identité d'Alexandre. Car je pense que, en tout cas pour l'Iran, pour la Perse, Alexandre est un marqueur identitaire, et un marqueur identitaire très difficile à manipuler, parce qu'il est à la fois grec et persan. Et donc, il est très difficile de l'utiliser. C'est la raison pour laquelle Alexandre, en Perse ou en Iran à l'heure actuelle, a une double nature, selon qu'on le repousse ou qu'on l'admire. Et donc, cet exemple persan, on le retrouve partout ailleurs, puisque beaucoup, si on prend le cas de la Malaisie, on voit de très nombreuses versions, en fait, nombreuses dynasties fondent leur authenticité sur un ancêtre imaginaire qui est Iskander, à partir de mariages multiples, et puis des bras multiples dans l'arbre généalogique qui font que Alexandre sert un peu comme de référent. Et puis c'est dans les pays islamiques. Donc, puisque nous sommes là dans les pays islamiques, il a été transformé complètement aussi, en particulier en Perse au XIIe siècle avec Nizami. Il est transformé une sorte de propagateur de la foi de Mahomet. Et donc, il devient une sorte de missionnaire de l'islam, propagateur de la foi. Et par exemple, chez Nizami, au contraire, qui veut s'opposer, lui, à l'islam guerrier et sanguinaire, ou du moins conquérant, Alexandre apparaît comme un porteur d'un islam de paix, etc. Donc, il est réinterprété dans tous les sens du terme. Donc, il n'y a pas un roman d'Alexandre. Il y a des multiples versions qui partent d'un noyau originel, si vous voulez, puisqu'on sait que, par la naissance d'Alexandre, les conquêtes jusqu'à la mort de Darius, et puis après, les conquêtes s'arrêtent. C'est pratiquement un voyage d'initiation, du jeune Alexandre qui va retrouver des monstres, des gens extraordinaires, des hommes avec des têtes d'animaux, etc. Oui. Et qui finalement va mourir malgré tout, puisqu'il n'a pas accès à l'eau de vie qui vient de la fontaine de vie. Donc c'est une histoire qui est multipolaire, multidirectionnelle, même si à l'origine il y a une origine commune qui est le roman de Pseudo-Callisthène. Est-ce qu'on peut mettre entre parallèles cette idée d'un Alexandre converti à l'islam, croyant d'Allah, et qu'on rencontre comme vous venez de le rappeler, d'une version orientale du roman d'Alexandre, avec ce qui en est le pendant, c'est-à-dire la préfiguration du christianisme et un Alexandre qui est instrument de Dieu et qui finalement peut être capturé au Moyen-Âge comme une préfiguration de la croisade. C'est tout à fait ce qui se passe effectivement en Europe médiévale, de moins dans certains textes. C'est pas la chose la plus. Mais à partir du moment où la croisade, l'idée de croisade, de retour aux lieux saints, de reconquête des lieux saints, devient une sorte d'obsession pour beaucoup non pas seulement des dirigeants, mais également ça se diffuse également dans la littérature, dans les poèmes. Alexandre devient un précédent. Il ne va jamais cesser d'être un précédent des conquêtes européennes de l'Orient. Et donc ça commence au Moyen Âge, effectivement, et beaucoup d'auteurs vont présenter d'Alexandre. Ça a commencé en fait au Moyen Âge, si vous voulez, mais ça a commencé à Byzance. Voilà. Car c'est à Byzance que dans de très très nombreux textes byzantins, comme l'a si bien montré Corinne Johanneau dans nombreux articles qu'elle a produits dans de nombreux livres, dans très très nombreux textes byzantins, les Byzantins sont opposés à qui? Ils sont opposés aux Ottomans, aux Sarrasins également, mais également aux Persans, parce qu'ils ont ces trois adversaires. Donc des gens qui viennent de l'Est. Et donc les Ottomans vont très vite être assimilés dans les textes byzantins aux Perses de l'Antiquité.
Et donc, vous avez de multiples exhortations, oraisons, alors, par exemple, au XIVe siècle, puisque les Ottomans sont là déjà, eh bien, lorsque Thessalonique, en Macédoine, est assiégée face au... Eh bien, on a un long poème ici qui identifie l'empereur Alexandre et les Ottomans, aux Perses. Nous sommes dans un remake des guerres médiques, puis des guerres d'Alexandre. Et donc, combien d'empereurs byzantins se sont fait saluer du titre de Nouvel Alexandre ou d'Alexandre, voilà. Et ceci, on le retrouve également en Europe occidentale, au Moyen-Âge, dans les poèmes. Lorsqu'on veut trouver un précédent qui peut conduire les princes européens à se lancer à l'assaut des lieux saints, eh bien, on va chercher Alexandre, et on présente Alexandre, et en particulier, on va donner une importance considérable à un épisode fictionnel de l'histoire d'Alexandre, c'est la visite à Jérusalem, qui est connue par Flavius Joseph, qui est une fiction totale, et on voit Alexandre... Et qui est présente dans les autres textes, dans Arien ou non. dans... Seul Flavius Joseph. Seul Flavius Joseph. C'était la raison pour laquelle Voltaire refusait d'ailleurs la réalité de cette... Donc l'idée de la rencontre avec le monothéisme, avec la religion du Dieu unique. Il vient à Jérusalem, il se prosterne devant le grand prêtre, qui l'accueille. Alors, combien de peintures ont été faites et accrochées aux cimaises des palais européens. Et donc, il est accueilli et donc il se prosterne et il sacrifie au Dieu. Donc, il devient, il est revêtu, si je puis dire, par les auteurs médiévaux, souvent de vertus chrétiennes ou de vertus pré-chrétiennes. Certains même pensant qu'il s'est converti, si vous voulez. Et donc, ça, c'est pourquoi l'épisode de Joseph tient une place tellement importante dans tous les récits et dans tous les récits imagés, à partir du Moyen-Âge jusqu'à l'époque moderne, jusqu'à l'époque du XVIIe, XVIIIe siècle. Et donc, Alexandre devient un précédent, et lorsque Vasque de Lucerne traduit ou adapte Quinte-Curse pour les ducs de Bourgogne, eh bien, il montre également au duc de Bourgogne l'exemple d'Alexandre, même si là, il le prend un exemple négatif en disant « ne fais pas comme Alexandre, et toi, tu iras pour christianiser, non pas pour conquérir et pour faire du butin ». Mais de toute façon, Alexandre est toujours présent dans tous les discours sur la croisade. C'est l'un de ces lieux communs que vous étudiez et qu'il faut le rappeler dans le livre, même s'il s'agit d'un livre de poche, donc tout à fait accessible économiquement, il y a une très belle iconographie. Et on voit que ces 3 ou 4 figures constamment répétées, il y a celle-ci de la rencontre avec le grand prêtre, il y a la figure d'Alexandre respectant les femmes perses après la conquête, parce que là c'est le signe justement du procès de civilisation, aurait dit Norbert Elias, le contrôle de soi-même. Absolument. Donc c'est l'intérêt du livre est aussi de montrer et de décrire avec une forme d'ekphrasis, quelquefois cette immense quantité à partir de la fin du Moyen-Âge, la cour de Bourgogne joue un rôle important. Très ensuite, important. Évidemment, la France, Fontainebleau, Versailles. La papauté aussi. La papauté, les palais italiens. C'est tout un aspect très important dans le livre. Alors du coup, quand vous suivez, et c'était un peu la question de la discussion sur le roman d'Alexandre au singulier, et puis cette multiplicité des versions qui finalement gardent un noyau narratif, mais le déborde, le transfigure, le transforme. Vous allez jusqu'en Afrique où l'on retrouverait des épopées orales et puis ensuite évidemment transcrites qui ont des figures héroïques parallèles. Et vous dites... on pourrait penser qu'il s'agit d'une forme de narration héroïque qui a pu se développer indépendamment dans différentes parties du globe sans que l'on doive nécessairement postuler une influence directe du roman grec, donc le roman d'Alexandre, sur la geste africaine. Alors ça, c'est une réflexion très importante puisque le grand débat historiographique aujourd'hui, en particulier avec la forme d'histoire plus ouverte, d'histoire globale, c'est doit-on attribuer à des transmissions textuelles que l'on peut documenter
des appropriations et donc du coup des adaptations, ou est-ce qu'on ne doit pas être confronté, c'est une idée chère à Carlo Ginzburg, à des structures finalement de structures de narration, motifs narratifs, figures qui, avec ou non la référence à Alexandre, de toute façon seraient endogènes parce qu'elles correspondraient à un répertoire que les différentes cultures ou les différentes civilisations manient, mobilisent pour raconter leur passé. Et que finalement, à partir de cette interrogation sur l'épopée africaine, se pose une question plus fondamentale qui est celle des rapports entre la morphologie, donc des invariants universels, et l'histoire, donc l'analyse méticuleuse des transmissions textuelles. Oui, vous avez remarqué que dans la phrase que vous venez de citer, j'utilise le point d'interrogation. Ou que Oui, la forme interrogative. Où on pourrait penser. Voilà. Parce que, si vous voulez, si on prend malgré tout même l'épopée africaine, il y a un nom qui revient, qui est le bicornu, qui est un nom qui circule dans tout le monde islamique, quelle que soit l'origine, peut-être une sourate du Coran, peu importe, et qui montre malgré tout qu'il y a eu un transfert non pas de texte, mais d'idées ou de représentation d'un point à l'autre du globe. Donc, je pense, mais à partir de ce transfert, je dirais d'éléments fondamentaux ou d'éléments primaires, à partir de là, on tisse un récit ou une épopée qui est complètement indépendante, complètement autonome, et qui s'adapte parfaitement à la société qui la reçoit ou qui la reçoit. Donc, je pense, je n'ai pas d'exemple, si vous voulez. L'exemple même africain peut être expliqué aussi par les transmissions via des routes de commerce, puisqu'on a découvert il y a quelques années, donc à Tombouctou, une nouvelle version du roman d'Alexandre en arabe, et qu'on sait que le roman d'Alexandre était très diffusé en Afrique du Nord, donc dans l'Afrique subsaharienne, où est Tombouctou, il a pu également circuler, et puis être adapté complètement aux sociétés africaines dans lesquelles il s'est développé. Donc je ne pense pas qu'on puisse parler, donc je reste très prudent, qu'on puisse parler vraiment de quelque chose de complètement indépendant. Je ne pense pas. C'est une manière, finalement, de concilier l'idée qu'il y a des transmissions historiques, même relativement primaires, comme vous dites, matières premières, et qu'à partir de là, des structures qui peuvent se répéter s'en emparent et finalement développent c'est plutôt comme ça que je vais des récurrences narratives indépendamment du contenu événementiel ou historique. Alors, il y a une autre grande question dans votre livre, parce qu'elle vous a toujours intéressé, c'est la question des usages politiques du passé. Alors, on a déjà abordé cette question, mais elle est plus précisément étudiée et travaillée dans le livre pour différents points de vue. Mais un premier point de vue, ce serait finalement, on évoquait tout à l'heure cet Alexandre qui est père, dont le père est perse, donc c'est un métis, ou dont le père est pharaon égyptien, mais dans le présent actuel, il y a aussi une tension extrêmement forte dans un usage politique d'Alexandre, dont vous avez été vous-même le témoin. C'est un des rares passages avec un tout petit fragment autobiographique dans le livre. Est-ce que Alexandre est grec? Alors, Alexandre est grec, comme on le dit souvent, les auteurs athéniens du IVe siècle ne considéraient pas comme un grec, puisque la Macédoine et les cités grecques étaient opposées, Athènes en particulier. Les orateurs athéniens aimaient volontiers dénigrer les Macédoniens comme étant des barbares aux marges de la grécicité. Cette vision d'Alexandre s'est transmise en grec, dans la Grèce, jusqu'au moment où fin du XVIIIe siècle, Rigas, un révolutionnaire grec qui a voulu promouvoir une révolte contre la turcocratia, la domination turque, donc a choisi Alexandre comme l'un des héros fondateurs de la liberté grecque. Et donc Alexandre a été réintroduit peu à peu dans la pensée grecque, introduit comme l'une des marques fondatrices de l'identité grecque, nationale grecque, qui a bien du mal à se mettre en place malgré tout. Et puis, au XIXe siècle, les historiens comme Paparrigopoulos ou d'autres ont complètement intégré Alexandre. Alexandre est devenu l'un des représentants les plus éminents de l'histoire grecque. Ceci se fait dans l'historiographie grecque du XIXe siècle. Et puis arrive le XXe siècle,
Je vais très vite, évidemment. Et puis, en 1990, donc l'éclatement de la Yougoslavie, de cet éclatement naît, parmi d'autres républiques, la République qui a voulu à ce moment-là s'appeler République de Macédoine, car tel était son nom auparavant, République socialiste de Macédoine, et donc l'État indépendant veut s'appeler République de Macédoine. Aussitôt, en Grèce, le gouvernement grec mène une campagne absolument acharnée, un peu délirante d'ailleurs, au nom de le refus d'irrédentisme quel qu'il soit, d'autant qu'il y a en Grèce, dans la Macédoine grecque, des populations macédoniennes non grecques qui font très peur à Athènes. Bien. Et donc, à ce moment-là, ont lieu des manifestations gigantesques à Thessalonique, nous sommes en 92, 93, 94, et qui vont saisir un événement qui s'est passé presque 20 ans, en 77. En 77, 3 ans après la chute des colonels, en Macédoine, l'archéologue qui va devenir une figure nationale fondamentale, Manolis Andronikos, découvre des tombes royales dont il attribue à Philippe II de Macédoine. Et cette découverte va appuyer la revendication athénienne, enfin grecque, en 90, 91, 92, et certains manifestants dans ces manifestations vont crier le nom d'Alexandre. La Macédoine grecque, ceci est vrai depuis Alexandre le Grand. Alexandre est toujours vivant. Et cette chose va durer pendant des années, attisée par la droite athénienne. Et on voit, par exemple, je cite dans le livre le cas d'une petite ville de Macédoine qui s'appelait Florina, je crois que c'est Florina, qui avait commandé une statue d'Alexandre à un sculpteur. Le sculpteur, bien longtemps auparavant, mais il a fallu du temps, et le sculpteur présente son ouvrage, avant que la statue soit fondue, présente son ouvrage et il est refusé. Il est refusé parce que le sculpteur explique on m'avait commandé un Alexandre civilisateur, donc il était pieds nus, un petit peu à la Diogène, si vous voulez, et donc pas du tout conquérant. Et alors, explique-t-il, la droite qui a pris le pouvoir dans la ville, maintenant, veut un Alexandre conquérant, sur son cheval, avec sa lance et tout ça. Donc la statue a été refusée. Donc nous sommes dans ce délire nationaliste et qui a duré très longtemps et où l'archéologie a été directement impliquée dans la lutte identitaire grecque. C'est ce qu'on appelle l'archéologie identitaire, parce qu'Andronikos lui-même était un partisan, un militant de cette cause. Il est mort en plus en pleine lutte entre la Macédoine et la Grèce, et les obsèques nationales qui ont été organisées ont été l'occasion de discours absolument délirants. Et tout ceci, bon, ça a lassé. Mais malgré tout, la Grèce tient toujours sur le nom et refuse que la République de Macédoine s'appelle République de Macédoine. Et très récemment, alors depuis 2012, un nouveau chantier a été ouvert près d'Amphipolis, en Macédoine, un immense tumulus. Alors, dans la presse, on circulait, c'est la tombe d'Alexandre, c'est la tombe de Roxane, et aussitôt, la droite nationaliste a voulu reprendre les mêmes thèmes que 10 ans auparavant. Et donc, on voit très bien, là, je pense que l'opinion grecque est fortement lassée de tout ça, mais on voit très bien à quel point Alexandre a repris une place centrale dans toute cette affaire, et à quel point toute l'exposition qui est organisée depuis 1880 par les Grecs, qui s'intitule Alexandre, pas Alexandre du tout, dire, ont été également l'objet, le lieu d'opposition, d'affirmation de l'identité grecque face à la Macédoine, face à l'autre, dont on refuse l'existence. Alors l'autre, du côté de la Macédoine non grecque, de la République de Macédoine, il y a la revendication donc d'un Alexandre qui serait slave. Alors, ce n'est qu'une partie de... Moi, c'est ce qu'on m'a... Lorsque je raconte effectivement qu'en 96, j'ai été invité à Skopje et que j'ai eu le malheur de choisir, sans réfléchir, Alexandre comme thème de ma conférence à l'Institut français, Institut culturel français, et à ce moment-là, au fond de la salle, j'ai vu se lever un petit groupe qui commençait à grommeler et qui, à la fin, m'a lancé ce que j'ai pas compris. On m'a expliqué que c'était des insultes et on voulait me prouver qu'Alexandre était un slave. C'est qu'une petite partie, mais disons que, plus exactement, l'ère d'expansion de la Macédoine ancienne
la Macédoine de l'époque de Philippe s'est étendue bien au-delà des frontières de la Grèce actuelle. Et donc, on trouve en Macédoine, République de Macédoine, on fait également des fouilles où on peut mettre au jour des restes de l'époque macédonienne dans cette partie-là. Et donc, en fait, si vous voulez, ce débat sur le nom, qui est un débat, on voit bien très bien quel est le débat sur le nom, a été aussi attisé par les dirigeants macédoniens qui ont vu une belle occasion également de faire oublier les difficultés de la République de Macédoine et de lancer des campagnes comme par exemple la nomination de l'aéroport de Skopje, l'aéroport Alexandre le Grand, et puis l'érection de 2 immenses statues sur la grande place de Skopje, l'immense statue, l'une d'Alexandre, l'autre de Philippe, même si le nom d'Alexandre ne figure pas, c'est le guerrier anonyme. Tout le monde sait très bien que c'est Alexandre pour faire pièce au monument d'Alexandre qui est disposé sur la paralysie sur le bord de mer à Thessalonique depuis 1979. Donc c'est une sorte de combat, une guerre qu'on peut appeler picrocoline, mais ce serait, malgré tout, on ne peut pas nier l'existence de ces combats identitaires ou en tout cas Alexandre est très 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 présent. Il y a un troisième grand thème dans votre livre, c'est le rapport entre l'histoire des historiens et ce que l'on a évoqué jusqu'à maintenant, c'est-à-dire la circulation d'un légendaire, de mythes, de lieux communs qui peuvent ne pas se fonder ou qui généralement ne se fondent pas sur une réalité historique documentée ou procèdent par une distorsion de ce que seraient les textes. Et là, vous montrez que de manière très récurrente et dominante, ce que vous appelez une sorte d'interprétation coloniale d'Alexandre a dominé aussi bien des représentations collectives, des discours politiques que l'histoire des historiens. Et l'interrogation que vous posez, c'est comment on peut en sortir. Alors peut-être d'un mot rappeler, vous l'avez fait brièvement en évoquant le texte de Montesquieu, que vous évoquez plus longuement dans le livre la figure de Droysen, non pas parce qu'il est fondateur, mais parce qu'il récapitule en quelque sorte dans son livre de 1833 cette thématique. Qu'est-ce qui était quel est le contenu fondamental de cette matrice ou de cette interprétation coloniale d'Alexandre? Lorsque l'Europe a commencé son expansion coloniale, comme toute expansion de ce genre, comme tout mouvement de ce genre, politique de ce genre, il a fallu trouver des précédents. Donc Alexandre a été un des précédents, plus facilement utilisable par les Anglais, puisqu'ils ont conquis des territoires, ou tenté de conquérir les territoires qui avaient été conquis par Alexandre, plus difficilement pour les Français, mais d'une manière plus générale. C'est plutôt la grille d'interprétative coloniale qui a été appliquée à la conquête d'Alexandre. On a voulu voir la preuve que la colonisation européenne de l'Asie despotique avait éveillé une Asie immobile et stagnante. Et donc, Alexandre est celui qui vient diffuser non seulement la civilisation, mais éveiller les forces productives qui étaient restées stagnantes. C'est le premier à ouvrir à maintenir les canalisations en Babylonie. C'est celui qui va créer des routes de commerce, celui qui va diffuser la monnaie frappée, celui donc qui va éveiller, comme dit de Mangeon sur l'Empire britannique, il va injecter en Asie ou en Afrique les ferments nés dans les serres chaudes de l'Europe. Voilà, j'aime beaucoup cette phrase, parce qu'en fait, c'est exactement ça qu'on a utilisé Alexandre. C'est le grand découvreur, le grand explorateur, celui qui le premier va découvrir l'Orient jusqu'à l'Indus. Et donc, voilà. Et donc, on a là une vision totalement européocentrique d'Alexandre. Ce qui fait on a l'impression qu'Alexandre travaille sur une tabula rasa. Il n'existe rien. L'Orient n'existe pas. Il n'existe là que pour permettre à Alexandre d'exister. Et donc, l'Orient n'existe pas, sauf par des traits négatifs. Il n'est pas développé, c'est despotique, etc. Il est enclavé, il n'est pas développé, il est tyrannique. Les Perses détestent la navigation, donc ils bloquent la circulation fluviale. Donc Alexandre est le premier grand conquérant civilisateur dans lequel les Européens peuvent se retrouver.
Et en France, plus particulièrement, alors dans un cas plus particulier, Alexandre devient le fondateur, le créateur du système du protectorat que les Français imposent au Maroc à partir de Lyautey en particulier. Et donc, Lyautey lui-même, le lecteur de Montesquieu, et les sectateurs, si je puis dire, les fervents partisans de Lyautey, font la comparaison entre la politique de Lyautey et la politique d'Alexandre, c'est-à-dire d'entente, de collaboration avec les élites locales. Et donc, Alexandre, et c'est le créateur du système du protectorat. Et donc, dans tous ces domaines, et donc, cette vision coloniale a complètement perverti l'interprétation historique, puisque pendant très longtemps, eh bien, ça a été cette image qui a été reprise par les historiens, ou l'image inverse désormais, ce qui est la même. À l'inverse, à la fois, l'image post-coloniale, où on met seulement en lumière le sang versé, les villes ravagées, etc. Donc, finalement, c'est l'autre et le même. Et donc, on passe à côté de l'essentiel. Alors, vous montrez, oui, justement, on va parler, pour terminer, de cet essentiel. Pour vous, il y a ce paradoxe, c'est-à-dire que l'Orient est constamment cité, mais il est toujours absent. Et vous le montrez aussi bien pour les travaux d'historiens, puisqu'il y a une galerie d'historiens depuis le XVIIIe siècle jusqu'à nos jours, et aussi bien que pour les formes de fiction, puisque vous analysez les films. Il y a 2 grands films d'Hollywood, et il y a cette référence orientale, et en même temps une absence totale de l'Orient. Donc, pour comprendre, c'était tout votre travail sans doute, non pas seulement dans ce livre, mais depuis plus longue haleine, il s'agit de redonner cette réalité à l'Orient. Et d'ailleurs, vous rappelez un peu ce parcours en disant d'un côté que vous aviez la conviction que l'histoire de l'Empire achéménide doit être soustrait à l'hellénocentrisme, et inversement, il est impossible d'écrire l'histoire d'Alexandre sans connaître de l'intérieur celle de l'Empire achéménide. Et c'est à partir de cette connaissance que l'on peut établir à la fois comment des mythes se sont construits et aussi ce qui en est la base sans fondement historique. Alors dans le livre, vous faites des démonstrations pour montrer par exemple sur l'économie. Juste un mot, sur l'économie, vous montrez que tout ce que vous venez de rappeler dans le modèle colonial peut être largement discuté ou contredit par une étude de l'économie de l'Empire perse. Absolument, absolument. Donc, je termine sur ce point, parce qu'en fait, ce livre, c'est à la fois une forme de bilan. Je ne fais pas un bilan des études sur Alexandre, mais une sorte de bilan de réflexion à propos d'Alexandre, et qui débouche naturellement sur une proposition. C'est le dernier chapitre qui s'appelle « Que faire ?» Donc, effectivement, on voit très bien que désormais, par exemple, lorsqu'on dit qu'Alexandre a réveillé l'économie de l'Empire perse, c'est ce qui m'a frappé depuis très très longtemps, je le dis il y a très très longtemps, c'est que quand j'ai commencé à travailler sur Alexandre il y a très longtemps, je voyais écrit partout, Alexandre a tout transformé, on est passé d'une phase A à une phase B. Donc on m'expliquait ce qu'était la phase B, mais on ne m'expliquait pas ce qu'était la phase A. Et donc je disais, mais comment peut-on dire que tout a changé puisqu'on ne m'explique pas ce qu'il y avait avant? Et donc, voilà comment j'ai commencé à travailler sur l'histoire achéménide. Et donc, moi, j'en arrive là maintenant, donc j'ai travaillé beaucoup sur l'histoire achéménide. Et donc, si on veut parler d'Alexandre, je pense que si on veut vraiment en finir avec le livre qui se répète sans cesse, une espèce de psittacisme historiographique, il faut, je crois, bannir à tout jamais. Je ne dis pas en général, parce que je m'attirer autrement des discussions sans fin. Je crois que dans le cas d'Alexandre, il faut bannir, au moins pour quelques décennies, le genre biographique, à tout jamais. Si on prend le genre biographique, l'historien est contraint par le genre biographique. On va retrouver sa naissance d'Alexandre, Aristote, le débarquement, blablabla. Alors le livre pourra être un peu plus nourri qu'il y a 50 ans, mais grosso modo, on va raconter une histoire qui, comme le disait Bell en 1797, comme le disait Chaucer 3 siècles auparavant, est connue depuis toujours. C'est-à-dire, on va répéter les textes. Donc, je pense que si on veut comprendre, au fond, quel est le sens d'une réflexion sur Alexandre, c'est quel est le sens de l'histoire d'Alexandre dans l'histoire du monde, dans l'histoire du monde antique en tout cas. Bon. Donc, je ne vois pas comment on peut faire que de le situer sur un temps et un espace beaucoup plus long.
L'histoire d'Alexandre, c'est en fait une fraction d'une histoire longue que moi je propose de saisir sur une cinquantaine d'années, en englobant à la fois l'histoire des Balkans, de la mer Égée, de l'Égypte et de tout l'empire achéménide jusqu'à l'Indus, où là se forment des connexions, des solidarités, des échanges multiples et variés. Et donc, si Alexandre arrive en 334, il n'arrive pas tout d'un coup en 334. Il va arriver dans un monde que le lecteur aura déjà apprivoisé, que l'historien déjà aura apprivoisé, qui est un monde égéo-achéménide, égéo-balkano-achéménide. Et donc, il va arriver là, et on ne peut pas s'arrêter à la mort d'Alexandre en 323. Qu'est-ce que ça veut dire 334-323 ? On ne peut rien faire. Il faut poursuivre jusqu'à la fin de l'époque des Diadoques, des successeurs, jusque vers 300. C'est la raison pour laquelle, depuis très longtemps, je propose de faire une histoire qui ne s'appelle pas l'histoire d'Alexandre, qui s'appellera l'histoire du monde, égéo-achéménide, il faut trouver un autre titre, peu importe, qui ira de Philippe II, et donc d'Artaxerxès II ou III, jusqu'à l'éclatement de l'empire d'Alexandre, la constitution de l'empire, etc. Et donc, on verra à ce moment-là que l'histoire commence bien avant Alexandre. Et donc l'histoire des rapports entre la Grèce et l'Orient, bon, on va parler plus simplement, entre la Macédoine, la Grèce, la mer Égée et l'Anatolie en particulier, mais aussi toute la côte et même également l'intérieur, a commencé bien avant. Et on pourrait prendre un exemple particulier que je prendrai peut-être un jour, c'est celui de la satrapie d'Askéléon au nord d'Asie mineure, où les satrapes ont été exilés pendant 10 ans à la cour macédonienne. Et donc je dirais que les enfants des satrapes ont joué à la marelle avec Alexandre, si je peux permettre cette expression. Et après sont revenus travailler avec Darius III, et puis ont vécu encore à l'époque des Diadoques. Donc c'est l'ensemble de ces choses-là. Et évidemment, tout ce qui est histoire économique, histoire des échanges, n'a absolument rien à voir, ne peut pas se découper en une petite tranche 334-323. Donc, cessons de raconter l'histoire d'Alexandre et faisons l'histoire d'Alexandre. Alors, on peut renvoyer le lecteur d'ailleurs à un livre dans lequel vous aviez esquissé déjà, plus qu'esquissé, et travaillé dans cette direction, qui est le livre de 2003, publié chez Fayard, Darius dans l'ombre d'Alexandre. Mais une dernière question, parce qu'il me semble qu'à partir de cette proposition, vous renouez de façon originale les liens entre présent et passé, qui sont une des grandes thématiques de votre travail. Je pense que par exemple, en octobre de l'année dernière, en octobre 2016, il y a eu au Collège de France un colloque intitulé « Migration, réfugiés, exil ». Et dans ce colloque, vous avez présenté une communication « Colonisation et migration, la Grèce et les autres au Proche-Orient hellénistique ». Et là, le grand intérêt de cette communication était de lier le présent, et en particulier le présent de certaines obsessions, l'obsession de la grande peur du métissage, l'obsession de l'idée du grand remplacement, l'obsession de la destruction, de la submersion des Européens par les autres, avec une analyse des discours sur Alexandre. Et donc, pour vous, il y avait là comme une reprise dans un contexte différent, avec un déplacement fort de quelque chose déjà là. Et de ce point de vue, c'est le rôle critique du savoir historique qui peut être mis en avant. Oui, c'est une chose qui m'a frappé depuis très longtemps. C'est la récurrence des expressions, des mots, des dénominations lorsque les historiens, pas les historiens, les hommes politiques ou n'importe quoi, les journalistes, comme vous voulez d'ailleurs, évoquent la nature des rapports et l'évolution des rapports entre les colons et les colonisés. Et j'avais abordé la chose à travers évidemment, la colonisation hellénistique, née à partir d'Alexandre, et dans les ouvrages déjà du XVIIIe, surtout du XIXe siècle, cette espèce d'obsession, en particulier dans l'historiographie allemande, mais pas seulement allemande, l'obsession pour ce qu'on appelle la dégradation des rapports, en particulier la dégradation interne des Grecs placés en Orient. Alors, cette dégradation fait qu'on observe, disent ces historiens, on craint, je crois. On observe une langue orientalisation ou asiatisation, car les Européens, comme disent certains historiens, fortement marqués par des thèses bien connues au XIXe siècle, les Européens plongés dans un milieu asiatique sont condamnés à s'asiatiser, d'autant plus qu'ils sont placés dans un climat trop chaud,
trop humides souvent, qui dénaturent même leur constitution génétique. Et en plus, les mariages ou les unions avec les orientales sont une catastrophe, puisque les enfants qui naissent sont des métis. Et donc, on a là, dans toute la littérature du 19e et du 20e siècle, ce que j'ai appelé dans cette communication à laquelle vous avez fait référence, la grande peur du métissage. Cette grande peur du métissage, et j'ai observé en conclusion que lorsqu'on voit les mots d'ordre qui sont repris par certaines formations politiques à l'heure actuelle, vous parliez du grand remplacement, mais également, effectivement, on n'a pas grand remplacement, mais on y songe malgré tout, et les mots sont les mêmes. C'est la grande peur du métissage, la grande peur de perte de substance civilisationnelle de la population française face à ce que beaucoup appellent la submersion. Donc la population française est appelée à être submergée par les halogènes, comme on disait de Doura-Europos sur l'Euphrate il y a un siècle, France Cumont et d'autres. Et c'est cette récurrence qui fait peur, mais je crois d'une certaine manière, elle éclaire aussi sur ce qu'est le sens de discours politiques à l'heure actuelle, quelle est leur genèse et comment ils sont récupérés à l'heure actuelle. C'est exactement la même thématique qui a été reprise. Donc je pense que l'historien a un rôle à jouer, non pas de dénoncer, mais de mettre, peut-être dénoncer s'il le veut, mais de mettre en évidence ces permanences, ces récurrences de la grande peur des colons d'être colonisés. Merci Pierre Bouillant. Donc je rappelle que notre conversation avait comme point de départ votre livre publié dans la collection Folio Histoire de Gallimard, son titre, Alexandre, exégèse des lieux communs.